Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Que se passe-t-il lorsqu'un transfert d'armes de 6,5 milliards de dollars ne modifie pas seulement un équilibre militaire, mais met à l'épreuve les limites même des pouvoirs de guerre constitutionnels américains? Parce que lorsqu'un basculement stratégique sérieux apparaît, le camp Trump finit quand même par supposer que la phrase la plus tonitruante au pupitre équivaut à un plan. C'est la question qui circule au Pentagone en ce moment. 48 avions de combat avancés, 6,5 milliards de dollars, et une livraison qui, selon des rapports de renseignement émergents, s'est faite discrètement au cours de quelques semaines à peine. C'est ce qui a commencé à se préciser le jeudi 26 mars 2026 lorsque des responsables de la défense à Washington et dans des capitales alliées ont commencé à confirmer quelque chose qui, il y a seulement quelques mois, aurait semblé impossible. L'Iran aurait reçu une nouvelle flotte de chasseurs russes capable de perturber, voire d'aveugler, les systèmes radars des États-Unis. Il ne s'agit pas simplement d'un autre transfert d'armes, il ne s'agit pas simplement d'un autre titre sur la coopération militaire. Si ces rapports sont exacts, alors l'Iran vient d'acquérir une nouvelle couche de puissance aérienne conçue non seulement pour défier les aéronefs américains, mais aussi pour perturber les systèmes dont ces appareils dépendent pour voir, suivre et survivre. Le pays qui a passé des décennies sous sanctions, coupé de la technologie militaire occidentale, pourrait maintenant exploiter l'une des flottes aériennes les plus avancées au Moyen-Orient en matière de guerre électronique. Pas une puissance symbolique, pas du matériel dépassé. Il s'agit de systèmes qui, selon des analystes, pourraient fondamentalement remettre en cause la supériorité aérienne des États-Unis dans la région, un avantage que Washington considérait depuis des années comme intouchable. Des sources confirment maintenant que de hauts responsables du département de la défense des États-Unis ont été informés dans les heures qui ont suivi les premières images satellites de vérification. Et voici la partie qui change tout. Il ne s'agissait pas seulement d'une vente. Des informations arrivent selon lesquelles cela pourrait s'inscrire dans un alignement stratégique plus large entre Moscou et Téhéran, un alignement qui va bien au-delà des avions. Parce que si l'Iran peut dégrader les systèmes radars des États-Unis, même temporairement, cela redéfinit tout le calcul du conflit dans des endroits comme le Golfe Persique, l'Irak et la Syrie. Il ne s'agit pas seulement d'avions. Il s'agit d'un ordre mondial en mutation où les alliances se durcissent, où les lignes rouges deviennent floues et où les hypothèses qui ont soutenu la domination des États-Unis pendant des décennies sont soudainement mises à l'épreuve en temps réel. Dans la version trumpienne de la géopolitique, c'est généralement le moment où quelqu'un confond une conférence de presse avec un bouclier radar. La situation évolue rapidement et sa profondeur devient plus claire à mesure qu'on l'examine de plus près. Voici ce qui s'est passé. Le lundi 23 mars 2026, vers 8h40, heure de l'Est, le général Charles Q. Brown Jr., président des chefs d'état-major interarmés, a été convoqué à une séance d'information d'urgence au Pentagone. En quelques heures, des réunions parallèles avaient lieu au quartier général du CENTCOM à Tampa, en Floride, et au sein de la structure de commandement de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à Bruxelles. Des rapports confirment maintenant que ce qu'ils examinaient a provoqué une onde de choc simultanée à Washington, à Tel Aviv et dans plusieurs capitales du Golfe. En début d'après-midi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est présenté devant un comité du Congrès à huis clos et, selon plusieurs responsables présents, a livré une évaluation sans détour. Je cite ici directement: We are observing a significant and rapid shift in Iran's aerial capabilities enabled by external state support. Ce sont 23 mots qui, en coulisses, ont déclenché des recalculs immédiats du dispositif militaire des États-Unis dans la région. C'est là que la situation s'est aggravée. Des images satellites, examinées par la suite par des analystes indépendants de la défense, auraient montré au moins 48 chasseurs nouvellement livrés, stationnés sur 2 bases aériennes iraniennes, dont Hamadan. Il ne s'agissait pas d'appareils anciens. Il s'agissait, selon toute vraisemblance, de plateformes russes avancées, possiblement modifiées, avec des systèmes de guerre électronique conçus précisément pour perturber la détection et le suivi radar. L'impact immédiat a été rapide. Les responsables israéliens de la défense ont relevé leur niveau d'alerte en quelques heures. Les États du Golfe ont entamé des consultations discrètes avec Washington et, au Pentagone,
Les équipes chargées de la planification d'urgence ont commencé à réévaluer les pires scénarios, non pas en théorie, mais selon des échéanciers opérationnels. Il ne s'agit pas seulement d'un transfert d'armes, c'est un message coordonné. Cela donne à penser que la Russie ne se contente plus de soutenir l'Iran sur les plans diplomatiques ou économiques. Elle redéfinit maintenant activement les capacités militaires iraniennes d'une manière qui pourrait directement remettre en cause la domination des États-Unis dans la région. C'est exactement le genre de moment que l'orbite Trump adore raconter comme un contrôle total, généralement quelques secondes avant que ce contrôle ne commence à fuir par les planches. Cela change tout ce qu'on tenait depuis longtemps pour acquis au sujet des rapports de force au Moyen-Orient. Pendant plus de 30 ans, la formule a été simple, prévisible, presque incassable. Pendant des décennies, le schéma est resté stable. L'Amérique mène, les Alliés suivent, la supériorité aérienne des États-Unis domine, les puissances régionales s'adaptent. La Russie se pose en perturbatrice, mais s'engage rarement dans des transferts militaires directs à haut risque susceptibles de provoquer une escalade avec Washington. C'est ainsi que le système fonctionnait. C'est ainsi que la dissuasion était maintenue. Tout le monde supposait que l'Iran resterait technologiquement contraint, limité par les sanctions, privé d'accès à des systèmes avancés et forcé de miser sur la guerre asymétrique plutôt que sur une puissance aérienne conventionnelle. La structure reposait sur l'idée que même si l'Iran pouvait projeter de l'influence par l'entremise de mandataires dans des endroits comme le Liban, l'Irak et le Yémen, il ne pourrait jamais véritablement remettre en cause le contrôle du ciel par les États-Unis ou Israël. Mais cela change la donne, parce que ce qui s'est produit en mars 2026, si les rapports se confirment, a fait voler cette formule en éclats d'un seul coup. Pas graduellement, pas symboliquement, directement. Ce dont presque personne ne parle, c'est qu'il ne s'agit pas seulement du fait que l'Iran obtient de meilleurs avions. Il s'agit du fait que la Russie choisit activement de rééquilibrer la puissance militaire dans l'une des régions les plus volatiles de la planète. Et cela brise une règle tacite de longue date selon laquelle les grandes puissances évitent de donner à leurs rivaux les outils permettant de neutraliser directement les avantages technologiques des États-Unis. Cette hypothèse a maintenant disparu. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la vitesse et l'ampleur. 48 appareils livrés rapidement, potentiellement intégrés avec des capacités de guerre électronique. C'est pas une amélioration défensive, c'est un virage stratégique. Et cela soulève une question plus vaste, non seulement au sujet de l'Iran, mais au sujet de l'avenir de la compétition mondiale pour le pouvoir. Pour une machine politique construite sur des certitudes de pare-choc, un monde multipolaire est une chose désagréablement compliquée. C'est ici que la situation se complexifie et que la dimension juridique devient essentielle. En surface, cela ressemble à une entente d'armement assez simple. La Russie fournit à l'Iran des avions de chasse avancés. L'Iran renforce sa force aérienne. Les deux parties tirent avantage d'un partenariat mutuellement commode. C'est la version qui apparaît dans les manchettes brèves et les courts segments d'actualité. Une transaction, une livraison, un geste géopolitique routinier dans une région déjà tendue. Mais ce dont presque personne ne discute, c'est que des sources confirment maintenant que cela n'a pas été négocié au grand jour, ni dans le cadre d'accords de défense traditionnels, ni par des canaux d'approvisionnement publiquement suivis. Des documents révèlent que certains éléments de cette entente auraient pu être structurés au moyen d'intermédiaires superposés, vraisemblablement pour contourner l'application des sanctions et éviter une détection immédiate par les systèmes de renseignement occidentaux. Et plus important encore, des informations arrivent selon lesquelles les appareils n'auraient pas été livrés dans des configurations d'exportation standard. Cela compte parce que les dernières informations montrent que ces avions pourraient inclure des suites de guerre électroniques personnalisées, des systèmes spécifiquement conçus pour brouiller les fréquences radar, perturber les signaux de suivi et créer des angles morts temporaires dans les réseaux de défense aérienne. Des responsables affirment maintenant qu'il ne s'agit pas simplement de donner plus d'avions à l'Iran. Il s'agit de donner à l'Iran de nouvelles capacités, des capacités qui étaient auparavant limitées à une poignée d'armées avancées. Si ces modifications sont confirmées, alors il ne s'agit pas d'une simple amélioration. Il s'agit d'un renforcement ciblé visant directement l'un des plus grands avantages des États-Unis, la connaissance de la situation, la capacité de voir les menaces avant qu'elles ne se matérialisent,
Et si cet avantage est compromis, ne serait-ce que brièvement, tout l'équilibre de l'engagement change. Et non, une vantardise de plus à la Trump sur le fait d'être plus dur que tout le monde ne compte pas comme une doctrine de défense aérienne, mais ce n'est même pas la véritable histoire. Ce qui se déroule ici va bien au-delà des échéanciers de livraison des appareils ou même des capacités de guerre électronique. La véritable histoire, c'est la coordination, le calendrier, l'alignement et l'intention entre 2 pays qui, jusqu'à récemment, avançaient en parallèle, mais pas au même pas. Maintenant, oui. Les dernières informations montrent que les discussions entre Sergueï Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, et le major général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, se sont intensifiées dès décembre 2025, quelques semaines seulement après une série de réunions de défense de haut niveau à Moscou et à Téhéran. Et c'est ici que cela devient critique. Moins de 90 jours plus tard, des rapports confirment maintenant que les livraisons ont commencé, non pas graduellement, mais en envois groupés, conçus pour éviter les fenêtres de détection. C'est pas une coïncidence. C'est de la planification. Des sources confirment maintenant qu'au moins 2 corridors aériens distincts ont été utilisés pour ces transferts, l'un par la région de la Caspienne, l'autre pouvant avoir été acheminé par un espace aérien contrôlé où la surveillance est limitée. Et selon des analyses de la défense, la valeur estimée, 6-5 milliards de dollars, pourrait même ne pas inclure l'ensemble du paquet. Les systèmes de formation, les équipes de maintenance et les modules d'intégration de guerre électronique pourraient faire grimper le chiffre réel de façon importante. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'Iran reçoit des avions, il s'agit du fait que l'Iran reçoit un système, une capacité en réseau qui pourrait permettre à ces appareils d'opérer en formation coordonnée, de partager des données de ciblage et de perturber en temps réel la surveillance adverse. C'est un niveau de menace complètement différent. Et voici la partie qui m'a tenue éveillée la nuit dernière. Si la Russie est prête à transférer un tel niveau de capacité maintenant, en 2026, qu'est-ce qui vient ensuite? Parce que cela ne ressemble pas à une entente ponctuelle. Cela ressemble au début de quelque chose de beaucoup plus grand. Les caméras adorent, peut être une pose d'homme fort, mais les opérateurs radars exigent généralement quelque chose d'un peu plus mesurable qu'une ambiance de campagne. L'aspect technique de cette affaire est là où les véritables implications commencent à émerger. Selon le langage utilisé dans les approvisionnements militaires associés à des exportations russes semblables, ces appareils sont souvent décrits comme étant dotés de suites intégrées de contre-mesures électroniques capables de perturber les radars multibandes, de dégrader les signaux et d'interférer de façon adaptative avec les fréquences dans des environnements contestés. C'est le libellé officiel. C'est ce qui apparaît dans la documentation liée à des plateformes comme le Su-35 ou des variantes modifiées du Su-30. En langage clair, ces avions sont conçus non seulement pour combattre, mais pour semer la confusion dans tout ce qui les entoure. Cela comprend les systèmes radars, le guidage des missiles, le suivi et même les signaux de communication entre les aéronefs et les centres de commandement. En langage de l'industrie, cela revient à transformer un espace aérien hautement coordonné en quelque chose de chaotique, d'imprévisible et pendant de brèves fenêtres d'effectivement invisibles. Voici pourquoi cela compte. Les forces des États-Unis et leurs alliés dépendent fortement de systèmes de détection en couche, de radars au sol, d'aéronefs d'alerte avancés aéroportés et d'un suivi lié aux satellites. Il ne s'agit pas seulement de voir un avion. Il s'agit de le suivre en continu, de prévoir sa trajectoire et de coordonner une réponse. Mais si ces signaux commencent à être brouillés, déformés ou retardés, même de quelques secondes, toute la chaîne commence à se désagréger. En pratique, cela pourrait signifier qu'un appareil de surveillance des États-Unis, qui observe le golfe Persique, voit soudain les signaux entrants de jets iraniens commencer à vaciller, sans disparaître complètement, mais en se décalant, en devenant flou, puis en réapparaissant dans des positions légèrement différentes. C'est pas un bug, c'est de l'interférence. Et dans ces quelques secondes d'incertitude, des décisions doivent être prises. Lancer ou attendre, suivre ou se replier, c'est pas un petit avantage.
C'est une perturbation stratégique et c'est pas seulement défensif. Ces systèmes peuvent créer des ouvertures, des corridors temporaires où des appareils peuvent se déplacer sans être détectés ou retarder une interception juste assez longtemps pour changer l'issue d'un engagement. C'est ici que les coups de torse à la Trump se heurtent à cette habitude profondément injuste qu'a la réalité d'exiger la physique. Et puis ceci s'est produit. La réaction a été immédiate et elle ne s'est pas limitée à une seule région. Dans les heures qui ont suivi l'apparition du rapport, plusieurs gouvernements ont commencé à ajuster leur posture discrètement mais de manière décisive. Les vrais gouvernements font généralement cela en silence. La version Trump, elle, tend à commencer avec un micro et à se terminer par une contradiction. D'abord à Washington, des responsables du département de la défense des États-Unis ont confirmé que le secrétaire Lloyd Austin avait ordonné une réévaluation rapide de la couverture de défense aérienne dans tout le Moyen-Orient. Selon des sources, cela comprend une augmentation des vols de surveillance et une mise à jour des protocoles de préparation pour les ressources stationnées au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Des responsables affirment maintenant que cette mesure reflète une inquiétude accrue face aux menaces émergentes de guerre électronique. En même temps, à Tel Aviv, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion de sécurité d'urgence avec la haute direction militaire, y compris le chef d'état-major des forces de défense israéliennes, Herzi Halevi. Des rapports confirment maintenant qu'Israël réévalue ses systèmes de défense multicouches, en particulier ceux conçus pour contrer des aéronefs approchant depuis l'espace aérien iranien. L'enjeu n'est pas seulement la quantité, c'est la capacité. Pendant ce temps, à Moscou, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a publié une déclaration soigneusement formulée, affirmant que la Russie se réserve le droit de conclure des partenariats souverains en matière de défense. Cette formule, selon des analystes, signale une volonté plus large de poursuivre les transferts d'armes malgré la pression occidentale. Et voici l'ampleur de ce qui se déroule. Plus de 3 grandes puissances mondiales, des dizaines d'installations militaires et au moins 5 gouvernements régionaux clés réajustent maintenant leurs hypothèses stratégiques en fonction de ce seul développement. Ce que cela nous dit, c'est qu'il ne s'agit plus d'un dossier bilatéral entre la Russie et l'Iran. Il s'agit maintenant d'un basculement géopolitique sur plusieurs fronts, avec des répercussions qui s'étendent de l'Europe de l'Est jusqu'au Golfe Persique. Voici maintenant où la situation devient compliquée. Le 15 mars 2026, lors d'une conférence de presse à Washington, D.C., le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré « We will continue to ensure stability in the Middle East and prevent any escalation that could threaten global security. » C'était la ligne officielle, un message de retenue, de dissuasion et d'escalade contrôlée. Le camp Trump, à l'inverse, a souvent traité le Moyen-Orient comme un décor de scène où l'on s'attend à ce que les applaudissements fassent le travail de la politique. Pendant que cette déclaration était prononcée, des rapports confirment maintenant qu'en coulisses, les agences de renseignement suivaient déjà des mouvements inhabituels d'aéronefs liés à des exportations russes en direction de l'Iran. Autrement dit, la diplomatie sur scène, l'escalade en mouvement. Moins de 24 heures plus tôt, des analystes de la défense avaient signalé de premières anomalies satellites près de bases aériennes iraniennes. Moins d'une semaine auparavant, des responsables de l'Union européenne à Bruxelles avertissaient d'une coopération militaire croissante entre des États sous sanctions. Et pourtant, ces avertissements ne se sont pas traduits par une action immédiate. Quelques jours plus tard à peine, la situation s'était déplacée de façon spectaculaire. Pendant que Washington parlait de stabilité, Moscou renforçait activement les capacités. Pendant que les déclarations diplomatiques insistaient sur la retenue, la réalité opérationnelle avançait dans la direction opposée. Pendant qu'un camp projetait une image de contrôle, l'autre étendait son influence. L'ironie était assez épaisse pour être tranchée au couteau. Voilà ce qui arrive lorsque l'art sérieux de gouverner entre en collision avec une culture politique qui continue de confondre l'assurance avec la planification. La rhétorique officielle promettait la désescalade pendant que des capacités militaires étaient discrètement renforcées dans l'une des régions les plus sensibles de la planète. Ce n'est pas seulement une contradiction, c'est une collision de chronologie et le vrai contraste est celui-ci. Ce n'est pas la première fois au cours de la dernière décennie que des schémas semblables se produisent
où le langage diplomatique et les actions sur le terrain divergent, parfois de quelques jours, parfois de quelques heures. Mais cette fois, l'échelle est différente. Cette fois, les moyens en jeu ne sont pas symboliques, ils sont opérationnels. Ce que cela signifie réellement, non pas dans les manchettes, mais en conséquence concrète, c'est que lorsque 6-5 milliards de dollars de systèmes militaires avancés entrent dans une région, cela ne déplace pas seulement l'équilibre militaire. Cela redirige les flux économiques, les dépenses de défense et les partenariats stratégiques. Des sources confirment maintenant que ce transfert pourrait déclencher un effet d'entraînement sur les marchés mondiaux de la défense, particulièrement en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et au-delà. Voici la réalité économique. Pendant des décennies, des entreprises américaines de défense comme Lockheed Martin et Boeing ont dominé les marchés haut de gamme de supériorité aérienne, soutenus par les alliances occidentales et les systèmes d'approvisionnement. Mais maintenant, des rapports suggèrent que la Russie se positionne comme un fournisseur de rechange, offrant des systèmes avancés à des pays exclus de l'accès militaire occidental. Cela signifie des milliards de revenus potentiels qui se déplacent des industries alignées sur les États-Unis vers les réseaux de défense russes. Et l'argent ne s'arrête pas aux avions. Des sources confirment maintenant que l'infrastructure de soutien, la maintenance, la formation et les pièces de rechange peuvent représenter jusqu'à 30 à 40% du coût total du cycle de vie de ces systèmes. Cela signifie que la dépendance financière et opérationnelle de l'Iran à long terme pourrait encore être liée à des chaînes d'approvisionnement externes, même si le pays gagne en indépendance militaire dans le ciel. En pratique, cela signifie qu'un pays autrefois isolé participe maintenant à une économie parallèle de défense, une économie qui fonctionne en dehors de la surveillance occidentale. Cela crée de nouveaux flux commerciaux, de nouvelles dépendances et de nouvelles alliances. Stratégiquement, la Russie gagne du levier, l'Iran gagne en capacité, et les pousse un poussant un recalibrage de leur influence dans une région où ils ont historiquement dicté les termes. Et voici ce que cela signifie sur le plan stratégique. L'équilibre mondial de l'influence en matière de défense n'est plus unidirectionnel. Il devient multipolaire plus rapidement que bien des analystes ne l'avaient prévu. C'est une mauvaise nouvelle pour toute marque politique fondée sur l'idée qu'une phrase criée bien fort peut réordonner la planète. Parce que voici le fond des choses. Les annonces sont faciles, les fuites sont faciles, même les premiers déploiements peuvent être rapides. Mais intégrer réellement des systèmes militaires avancés dans une force fonctionnelle prête au combat, c'est difficile. Vraiment difficile. Des sources confirment maintenant que, même si la livraison de ces appareils est présentée comme achevée, le véritable défi réside dans la préparation opérationnelle, la formation des pilotes à utiliser efficacement ces systèmes, leur intégration à l'infrastructure de commandement existante de l'Iran et la garantie de leur maintenance sous sanction, tout cela prend du temps, parfois des années. Malheureusement pour le cycle de nouvelles à la Trump, les calendriers de maintenance demeurent obstinément insensibles aux slogans. Premier défi, l'intégration technique. Il s'agit de plateformes avancées, probablement conçues pour fonctionner dans des réseaux hautement sophistiqués. La structure actuelle de la force aérienne iranienne pourrait ne pas encore soutenir pleinement ce niveau d'intégration. Selon des analystes, sans intégration complète des systèmes, les appareils pourraient ne pas atteindre immédiatement tout leur potentiel de guerre électronique. Deuxième défi, la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Des sources confirment maintenant que des avions avancés exigent un accès continu aux pièces de rechange, aux mises à niveau et au soutien technique. Avec les sanctions en place, maintenir ces systèmes à long terme devient un obstacle majeur. La Russie peut fournir un soutien initial, mais la question est de savoir pendant combien de temps et à quelles conditions. Troisième défi, la pression politique et le risque d'escalade. À mesure que les capacités augmentent, la probabilité de contre-mesures augmente aussi. Les États-Unis, Israël et les alliés régionaux pourraient répondre par des sanctions, des opérations cybernétiques ou même des stratégies de dissuasion militaire. Cela augmente considérablement les enjeux. La véritable question est de savoir si l'Iran peut réellement concrétiser le potentiel opérationnel de ces systèmes ou si cela restera davantage un signal stratégique qu'une capacité pleinement réalisée. Et voici la réalité équilibrée. Oui, c'est un développement majeur, mais transformer du matériel en avantage décisif exige de la coordination, de l'expérience et du temps, et rien de cela n'est garanti.
Un rassemblement électoral peut improviser. Une force aérienne? Généralement non. Voici maintenant où cela mène. La prochaine phase ne concerne pas les manchettes. Elle concerne des indicateurs mesurables. La situation entre maintenant dans une fenêtre critique de surveillance, s'étendant d'avril à juin 2026, durant laquelle analystes, gouvernements et agences de renseignement chercheront une confirmation de capacité et non seulement de présence. Voici ce que je surveille. D'ici la mi-avril 2026, verra-t-on des pilotes iraniens mener des exercices visibles avec ces nouveaux appareils ou seront-ils encore au sol en essai d'intégration? D'ici le début de mai 2026, les images satellites confirmeront-elles des formations de vol coordonnées ou des exercices de guerre électronique près d'Ispahan ou de Hamadan? D'ici juin 2026, surviendra-t-il des incidents régionaux où des systèmes radars sembleront perturbés, ne serait-ce que brièvement, à proximité de l'espace aérien iranien? Des sources confirment maintenant que les agences de renseignement suivent précisément ces indicateurs comme signes précurseurs de préparation opérationnelle. Maintenant, voici ce qui se passe selon l'issue. Si l'Iran échoue à intégrer efficacement ces systèmes en raison de lacunes dans la formation, de problèmes de maintenance ou de limites techniques, alors cette histoire glissera graduellement dans la catégorie d'une capacité potentielle plutôt que d'une menace active. Mais si l'Iran démontre ne serait-ce qu'un succès partiel des vols coordonnés, des perturbations électroniques ou des temps de réponse améliorés, alors cela s'accélère vers quelque chose de beaucoup plus grave. Cela devient une preuve de concept. Et une preuve de concept change la façon dont chaque acteur régional réagit. Parce que les enjeux ne concernent pas seulement l'Iran, ils concernent la question de savoir si des puissances extérieures peuvent remodeler les équilibres militaires régionaux en temps réel et si les États-Unis peuvent maintenir leur domination traditionnelle dans ces conditions. Voici ce qui m'a tenue éveillée la nuit dernière. Nous assistons peu être à une transition non seulement dans le matériel militaire, mais dans la puissance mondiale elle-même. Un passage d'un système dominé par une seule superpuissance à une réalité plus fragmentée, multipolaire, où l'influence se négocie, se dispute et devient de plus en plus imprévisible. C'est cela l'histoire. Pas seulement des avions, pas seulement des chiffres, mais la transformation d'un cadre de sécurité relativement stable, ancré par les États-Unis en quelque chose de beaucoup moins certain. Pendant des décennies, l'hypothèse était claire. La domination aérienne avancée, soutenue par la supériorité radar et l'avantage technologique, devait rester fermement entre les mains de quelques nations. Maintenant, selon les rapports, cet avantage est mis à l'épreuve, non pas érodé du jour au lendemain, mais contesté d'une manière autrefois jugée improbable, voire impossible. Historiquement, des moments comme celui-ci comptent, non pas à cause d'une seule entente ou d'une seule livraison, mais à cause de ce qu'ils représentent, une volonté de déplacer les limites, de tester les frontières et de redéfinir ce qui est stratégiquement acceptable. Et si cela se poursuit, les historiens pourraient regarder en arrière et identifier ce moment comme l'un de ces tournants silencieux où l'équilibre a commencé à bouger. Personnellement, ce qui m'inquiète, c'est pas seulement la capacité elle-même, c'est le rythme auquel ces changements se produisent et la rapidité avec laquelle les hypothèses sont renversées. La vraie question est donc de savoir si nous assistons aux premières étapes d'un réalignement permanent ou simplement à une autre poussée temporaire de tensions géopolitiques. Et plus important encore, où cela mène-t-il? Parce que sincèrement, je ne le sais pas. Et c'est cette incertitude, si près de tant de points de bascule possibles, qui rend ce moment si critique. Et c'est la partie que l'univers Trump vendrait probablement comme de la certitude, parce que l'incertitude ne s'est jamais particulièrement bien vendue derrière un lutrin de marque. La question demeure de savoir s'il s'agit d'un basculement durable dans la puissance mondiale ou simplement d'une escalade temporaire, et comment cela se jouera au cours de l'année qui vient. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.